You can't start with nobody in the room. They'd have to get people in. You're all here, prepared your speeches. We want them all in. Madame François Bureau. Oula, sorry. S'il vous plaît. S'il vous plaît, si l'on peut demander aux personnes qui sont encore à l'extérieur de rentrer, s'il vous plaît. Si nous voulons avoir le temps de faire un échange de questions-réponses, je vous invite à vous asseoir. I think we could begin, madam. Yeah, but then I speak and then there's nobody in the room. And we have people prepared their speeches and they're standing outside talking. I mean, are they coming in or not? They are coming. They are entering. I mean, you can't hear. If you could sit down, please. To interrupt your conversation and to sit down, please. I'm English. Ladies and gentlemen, if I could have your attention, please. We'd like to start this session. It's supposed to start at 1:45 because people have got other things to do after this. Our panel have arrived and they're all prepared with their speeches. So I'd be very grateful if everybody could take their seats so we could start the session. And if you've got any colleagues outside or having conversations, please, at the back of the room, could they please now come back into the conference and please take the seats. Thank you very much. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bien, je vous souhaite à nouveau la bienvenue. Je m'appelle Jacqueline Foster, je fais partie du Parlement européen. Je suis la porte-parole du Parti conservateur britannique. Je m'occupe du transport. Le transport couvre les 3 modes de transport, bien entendu. On couvre également le tourisme, qui a davantage d'affichage depuis Lisbonne. Ensuite, je suis vice-président de l'intergroupe Sky and Space. Je me suis beaucoup occupé du secteur aérien. Je connais pas mal des participants ici en salle. Et pendant un certain temps, j'ai travaillé
dans le secteur aéronautique entre deux mandats parlementaires. Ensuite, je suis revenu au Parlement il y a 2 ans, lors des élections. Je vais faire quelques commentaires généraux. Nous avons un panel de grande qualité. Les membres viennent d'horizons divers et variés. Nous avons très peu de temps. Nous aimerions avoir un peu de temps pour une session de questions-réponses. Alors, n'hésitez pas à nous interpeller. Et après tout cela, nous aurons terminé les travaux et on poursuivra demain. Je vais faire quelques commentaires généraux. Ensuite, on passera à nos intervenants. Mesdames et messieurs, l'année dernière, nous avons eu cette conférence. C'était une première pour moi. J'ai été très heureuse d'être partie prenante à une des sessions. Cette fois-ci, nous allons parler de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, du transport et des télécoms. Donc là, on ratisse vraiment très large en termes de thématiques. Le panel va probablement s'attacher à examiner ces différents points. Mais en réalité, j'ai voulu participer à cette 4e conférence et dès lors, je me suis dit qu'il était intéressant d'intervenir sur ce point. En fait, l'espace est vital pour l'Union européenne. Le Parlement européen doit veiller à ce que la politique spatiale soit considérée comme étant une politique clé. C'est ce qu'on s'emploie à faire d'ailleurs. Malheureusement, on a vu qu'on a beaucoup négligé ce domaine. Nombre d'États membres ont négligé ce domaine. Alors certes, le Royaume-Uni a un programme spatial grande taille, on crée des satellites, etc. Mais quand même, c'est regrettable que nous, on n'ait pas participé aux différents systèmes de lancement dans le secteur. Donc, il y a un déficit dans ce domaine, au plan européen, au plan mondial, je dirais même. Donc, il va falloir voir comment relever ce défi. Mais en fait, l'espace, c'est un élément important pour la vie des citoyens. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup de visiteurs ici à la tribune. Alors lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on circule en voiture, on utilise le GPS, on fait des transactions bancaires en ligne, etc. Ensuite, on regarde les bulletins météo grâce à l'espace. Alors, il faut faire de la prospective. L'espace peut être affecté à d'autres fins. D'ailleurs, il suffit de penser aux vacances. Le tourisme spatial, ça devient une industrie de pionniers. Ce sera intéressant de voir ce qui va se passer dans 40 ans. Bon, la plupart d'entre nous ne seront plus là probablement, mais bon, quoi qu'il en soit, si on pense au secteur du transport en particulier, eh bien là, les opportunités sont énormes, le potentiel est infini. Il y a un programme qui m'intéresse au premier chef. Et là, je pense au secteur de l'aviation. C'est le programme Cieux unique, Single European Sky. En fait, c'est un programme clé qu'on pousse à la roue. Ensuite, il y a César. César, ça concerne un système de contrôle européen unique. Et là, on parle capacité, on parle congestion, on parle du prix du ticket, parce que le consommateur, lorsqu'il veut aller de A à B, eh bien, bon, il tient compte du prix. Ensuite, il y a l'aspect carburant. Et n'oublions pas qu'on fait partie d'une concurrence globale mondiale. Alors, nos entreprises françaises, britanniques, etc. sont des entreprises mondiales. Nous sommes des concurrents globaux. Et il faut faire le maximum pour que l'on puisse tous être logés à la même enseigne. Alors, s'agissant de César, là, il faut veiller que les États membres adhèrent à ce type de projet. Il faut veiller à ce que le public comprenne bien l'intérêt de ce programme. S'agissant du ferroviaire, on sait que les satellites peuvent être utilisés pour que les trains soient à l'heure. Et bon, parfois, il y a de la neige, et la neige retarde les trains, mais bon, bref. Alors, il y a les voitures utilisent le GPS est utile. Par exemple, si on veut éviter les embouteillages, on utilise le GPS.
Et ensuite, au Parlement, on parle beaucoup du 112, ce numéro unique. Si vous avez un problème de voiture, eh bien, à ce moment-là, vous faites le 112 grâce à votre GPS et à ce moment-là, on peut vous tirer d'affaire, quelle que soit votre nationalité au demeurant. Je n'ai qu'un souci en tant que politique, surtout si on pense au système de transport intelligent. En réalité, il faut veiller à ce que ceci ne constitue pas une charge pour votre vie privée. C'est bien de voyager de A à B, mais on ne souhaite pas que Big Brother soit là lorsque ce n'est pas nécessaire. Alors c'est très bien d'avoir un véhicule utilitaire, il faut le suivre, il faut le tracer. Mais si c'est une voiture particulière, alors à ce moment-là, ça doit se faire sur une base volontaire. Il faut que le grand public puisse dire « Oui, moi je suis d'accord pour que tel ou tel équipement soit à bord de mon véhicule ». Je vois mon ami Luigi Langone en salle. Bonjour, il nous vient d'Italie, Langone. Donc voilà, il faut avoir une approche équilibrée dans cette affaire. Certes, la technologie, elle est là, elle va monter en puissance, ça va être un élément important pour tous, mais il faut faire attention. Alors je vais terminer mon propos. En fait, cette industrie spatiale, c'est une industrie clé pour l'Europe, c'est une grande réussite, cette industrie pour l'Europe en tant que politique. Je sais qu'on a beaucoup de problèmes financiers, il y a des coupes claires de ci, de là, mais ça veut dire qu'il est difficile de lever les fonds nécessaires pour créer ces grands projets infrastructurels. Donc il faut en fait féliciter l'industrie qui a mis l'argent nécessaire sur la table dans le contexte des PPP. Je crois qu'il faut soutenir l'industrie. Ensuite, les PME ont contribué à l'exercice. Ces petites entreprises sont essentielles pour nos économies respectives. Voilà, je terminerai sur cette note. En tandem avec mes collègues au Parlement, nous disons oui, le produit spatial doit être robuste et sain. On va voir comment les choses vont évoluer à l'avenir. Et donc un grand merci d'être là au Parlement. Je suis sûr que d'autres collègues vous ont souhaité la bienvenue tout à l'heure, mais je suis heureuse de vous voir là. Nous allons donner la parole à nos intervenants. Malheureusement, ils ne disposent que de 5 minutes, car n'oublions pas que l'horloge tourne. Alors, on aimerait avoir également en fin de parcours une session de questions-réponses. Merci beaucoup d'être là. Premier orateur après moi, c'est Alain Beneteau. Il est le président de Nereus. Alain, c'est à vous. Merci. Madame la vice-présidente de l'intergroupe parlementaire Sky and Space, Monsieur le Président, avant toute autre chose, je tiens à vous dire la satisfaction du réseau Nereus de participer une nouvelle fois à cette conférence sur la politique spatiale européenne, à vous remercier de votre invitation à prendre la parole au cours de cette table ronde. La vocation du réseau Nereus se fonde sur 2 axes. Fédérer les gouvernances régionales européennes autour d'une volonté d'encourager le développement des applications issues des technologies spatiales, favoriser leur utilisation. Deuxième axe, développer le dialogue entre ces gouvernances régionales et l'ensemble des instances européennes impliquées dans la définition de la politique spatiale de l'Union européenne. Mon intervention reviendra cet après-midi principalement sur le développement des applications et des services aux citoyens, sujet largement évoqué ce matin. Certes, dans la vie quotidienne de nos concitoyens, les technologies spatiales occupent déjà une place importante au travers, par exemple, de la météo ou de la mobilité appuyée sur le GPS. De nombreuses expériences sont menées illustrant les potentialités du programme GMES. Ainsi, des projets de R&D, des prototypes industriels, des actions opérationnelles se développent. Pour s'en convaincre, je vous conseille les 2 brochures réalisées par le réseau Nereus sur les applications liées au programme GMES et GNSS. Ceci dit, il ne saurait être question de se satisfaire de quelques beaux arbres et d'oublier la forêt des très nombreuses potentialités non explorées. On ne peut alors échapper à ce constat largement partagé de la grande difficulté rencontrée dans le développement des usages liés aux applications des technologies spatiales. Nous devons donc nous interroger sur les voies à emprunter pour que ces technologies soient en quelque sorte banalisées et mobilisées de manière presque naturelle dans les démarches innovantes. Constatons que nous en sommes très loin. En effet, force est de constater que dans cette perspective, les nombreuses actions entreprises pour mettre en contact les fournisseurs de services
et ce qu'il est convenu d'appeler les utilisateurs, ces fameux end users, n'ont pas donné grande satisfaction. Probablement parce qu'en ce domaine, la dynamique top-down propose d'abord et avant tout une technologie spatiale livrée clé en main à des acteurs qui, il faut en être bien conscient, en ignorent à peu près tout. Pour cette raison, la grande majorité de ces acteurs estiment a priori que les technologies spatiales ne les concernent pas. Au travers de quelques projets particulièrement éclairants, le réseau Nereus est aujourd'hui convaincu qu'il faut adopter une dynamique sensiblement différente, donnant la priorité au bottom-up des acteurs de terrain sur le top-down des spécialistes du spatial. À cet effet, il apparaît utile de mobiliser ces acteurs de terrain autour de leur métier pour qu'ils définissent leurs besoins en prise avec leurs pratiques quotidiennes ainsi que leur environnement. Une fois ces besoins identifiés et les difficultés cernées, l'émergence de solutions innovantes doit apporter des réponses concrètes en lien avec les territoires et leurs spécificités. Dans cette quête de l'innovation, il est nécessaire que les opérateurs locaux découvrent et s'approprient eux-mêmes, aidés par des conseils évidemment éclairés, la valeur ajoutée des technologies spatiales. Aux côtés de la culture technologique des industriels et fournisseurs de services, il faut donc construire d'urgence une culture transversale de services irriguant la société dans son ensemble. Par ce processus, il nous faut en premier lieu rompre avec un mode de fonctionnement qui, de fait, limite trop souvent le champ des applications spatiales aux territoires dotés de potentiels industriels liés à l'espace. Puis nous nous devons de démontrer, preuve à l'appui, que les applications qui découlent des technologies spatiales concernent tous les territoires dans leurs projets de développement économique et social. À l'évidence, les gouvernances territoriales se trouvent en première ligne pour prendre des initiatives et créer une dynamique. L'aménagement du territoire, l'agriculture, les transports, les télécommunications, les thèmes de cet après-midi, sont autant de thèmes abordés lors de cette session. Or, des expérimentations convaincantes s'appuyant sur ces technologies spatiales ont permis d'apporter des réponses aux autorités locales, aux questions posées par l'aménagement du territoire et la réduction de la fracture numérique, aux agriculteurs, aux questions posées par la maîtrise des intrants et de l'irrigation, aux autorités en charge des transports, aux questions posées par la gestion du temps et la ponctualité pour les usagers. Nous devons donc nous appuyer sur ces réalisations et nous inscrire dans un réseau de territoires d'expérimentation, un réseau de Living Lab, pour échanger sur des exemples très concrets, mais aussi prouvés par la réalité, la valeur ajoutée des applications des technologies spatiales et l'utilité comme la facilité de les transposer sur d'autres territoires. Parallèlement à ces démonstrations, nous devons mener partout un travail important de sensibilisation, de communication, de formation auprès des décideurs politiques et des acteurs opérationnels potentiels pour qu'ils comprennent tout simplement que l'espace et les technologies spatiales sont faites pour les accompagner. On peut alors espérer que les technologies spatiales fassent partie de la boîte à outils disponible pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de développement économique en phase avec les spécificités sociales et environnementales de nos territoires. Sous des angles d'attaque différents, nombreuses sont les organisations qui visent ce but de fertilisation croisée. Si l'on se réfère aux objectifs thématiques avancés par la Commission européenne au titre de la stratégie 2020, innovation, développement durable, inclusion sociale, on voit sans peine que l'efficacité ne peut se passer de transversalité, de mutualisation et de coopération fructueuse. Dans cette voie, le réseau Nereus souhaite des liens pérennes et actifs avec des organismes comme le Comité des régions, la CRPM, Eurisi, ESOA, l'ARE et RIN. Ainsi, en conjuguant nos efforts, nous devrons peser pour que les gouvernances régionales intègrent les technologies spatiales à leurs réflexions stratégiques et utilisent les fonds structurels pour développer des applications offrant des solutions à leurs problématiques territoriales. De plus, cette appropriation des potentialités offertes par les technologies spatiales doit s'accompagner d'une vision coordonnée, voire synergique, dans l'usage de l'ensemble des fonds européens. Dans cet esprit, on ne peut que se féliciter du déploiement des stratégies régionales d'innovation qui encadrent la mise en œuvre des fonds structurels au sein de nos régions et placent nos exécutifs au cœur de la gouvernance des processus d'innovation territoriaux. Je termine ce propos, je vous rassure, Monsieur le Président, en revenant sur l'implication du réseau Nereus dans les relations avec les instances européennes. Pour parler du développement des applications, faut-il encore que les infrastructures qui permettent leur utilisation soient assurées et donc financées.
On connaît les inquiétudes largement rappelées ce matin concernant le financement du programme GMES au sein du futur cadre pluriannuel financier 2014-2020. De nombreux messages sont adressés à la Commission européenne pour que GMES soit financé dans le cadre du budget de l'Union européenne. Nereus s'est associé à ces démarches, appuyant tout particulièrement celles des parlementaires qui ont adressé un courrier au président Barroso. Dans le même temps, les gouvernances régionales ont été invitées à adresser directement au président de la Commission un message en ce sens. Me référant à la conclusion du président Van Rompuy ce matin, j'espère vous avoir convaincu, si ce n'est déjà le cas, du rôle essentiel des régions dans le développement des applications spatiales. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à notre premier orateur, M. Benedetto. J'appelle notre deuxième orateur, mais je voudrais vous rappeler qu'il y a les services de traduction, d'interprétation, donc il y a certains délais à respecter. Je voudrais que vous en teniez aux 5 minutes qui vous sont imparties pour que nous ayons du temps pour prendre des questions. Alors, merci beaucoup. Alors, maintenant, nous allons entendre Colin Painter, vice-président stratégie et développement à Astrium. Merci, Colin. Merci et bon après-midi. Alors, je vais parler très rapidement. Mauvaise idée, dit l'interprète. Alors, il est bon d'être avec vous pour parler du rôle des services satellitaires qui peuvent jouer sur la compétitivité pour le secteur concerné dans cette partie de session. Alors, dans le domaine de l'aménagement et de l'agriculture, les satellites apportent déjà des informations critiques du point de vue temporel pour les agriculteurs et les aménageurs. Alors, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés dans le GMES et les infrastructures spatiales sont déjà en place et fournissent des applications qu'on peut utiliser de par le monde. Alors maintenant, il s'agit de développer de nouvelles applications pour pouvoir répondre aux défis de la société européenne et également maintenir ces services à long terme. Au niveau local et régional, les services spatiaux apportent une série de services de cartographie, par exemple modélisation 3D, pour pouvoir évaluer la situation sur le terrain et suivre et prédire le changement. Le service de Geoland 2 en est un exemple. Alors, Geoland a beaucoup insisté auprès de nos instituts pour identifier les menaces et apporter également une boîte à outils pour faire face aux crises. Beaucoup des défis que nous rencontrons aujourd'hui et demain ne vont pas respecter les frontières nationales. Et dans ce cas-là, les satellites à dimension mondiale peuvent apporter une réponse. Par exemple, pour les inondations, pour les suivis, il y a là un avantage qui peut être apporté directement aux concitoyens européens et peuvent venir appuyer l'initiative macro-régionale, par exemple, dans le domaine de la région du Danube. Alors, les satellites peuvent jouer également un rôle dans la politique agricole commune, donc les deux piliers, renforcer la production et protéger l'environnement. Alors, il y a déjà FarmStar qui facilite la vie des agriculteurs du point de vue irrigation, par exemple, ou bien pour l'utilisation des engrais. Alors c'est là un plus pour l'économie et pour l'environnement. D'ailleurs, FarmStar vient de fêter son 10e anniversaire. Il n'y a pas de raison que FarmStar ne pourrait pas être étendu à tous les États membres. Une telle situation bénéfique pour tout le monde, pour l'économie et l'environnement. Voilà ce qu'il faut encourager dans la politique agricole commune du futur. Alors pour le domaine des télécommunications, la technologie satellitaire peut jouer un rôle essentiel en apportant la mise en place du programme numérique et pour collecter tous les ménages à haut débit. En 2013, les satellites, c'est également une technologie complémentaire pour se relier les zones éloignées. Les nouvelles générations de satellites apportent même des vitesses
plus élevés. Mais une telle évolution doit être appuyée par la recherche et l'innovation si l'on veut rester à la hauteur des demandes rapides qui évoluent du point de vue de la consommation. Alors un partenariat entre l'industrie et le secteur public dans ce domaine est tout à fait vital si l'on veut que les satellites restent une partie essentielle du mix de technologies qui permettront de répondre au deuxième objectif du programme numérique de l'Union, c'est-à-dire de connecter chaque citoyen avec une connexion à haut débit de 30 mégabits en 2020. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier des capacités spatiales? Alors il faut fédérer tout d'abord la demande au niveau européen avec un point de contact bien identifié dans chaque DG de la Commission qui utilise ces services spatiaux. Alors, par exemple, il me semble qu'au sein de la DG Info, il n'y a pas une unité qui informe les usagers des avantages du haut débit, surtout dans les zones éloignées, et comment on pourrait faciliter le déploiement de ce type de technologie. Et autre domaine important, c'est financer le développement et les phases de déploiement des services spatiaux. Alors, nous avons besoin des financements d'amorçage pour ensuite développer un portefeuille de services qui soit à la disposition des utilisateurs finaux. Alors un tel soutien pourrait provenir de mécanismes existants, par exemple le fonds régional ou de cohésion, et en promouvant l'utilisation de ces fonds pour des projets d'intérêt économique dans le secteur de l'aménagement du territoire, l'agriculture ou l'accès à haut débit. Il y a également le programme numérique à prendre en considération. La DG AMSO pourrait développer ce programme pour tous les usagers. Alors, personne ne conteste que le haut débit apporte un plus et répond aux défis de demain. Mais il y a un rôle pour les instances publiques qui doivent intervenir pour aider la mise en place de ces services qui doivent atteindre chaque citoyen. Ces services représentent la possibilité de renforcer la base du savoir, de stimuler l'économie, des emplois de qualité et créer des niches sur le marché et sur les marchés d'exportation. Alors tous ces objectifs sont tout à fait cohérents, je crois, avec la stratégie de l'Union 2020. Merci. Well, thank you very much, Colin. That was really... Merci beaucoup, Colin. C'était vraiment une présentation très intéressante. Maintenant, nous allons entendre Vidal Ashkenazi, qui dirige Nottingham Scientific Limited, une PME. Vidal, vous avez la parole. 5 minutes, please. Thank you. Thank you, Ms. Foster. Merci, madame. Merci de m'avoir invité à votre session. On m'a demandé de présenter le rôle des PME européennes dans le secteur spatial. Selon la Commission européenne, 99% de toutes les entreprises de l'Union européenne sont des PME. Elles constituent pratiquement 60% de l'ensemble de l'économie. Alors, à l'heure actuelle, je voudrais me concentrer dans cette introduction sur les petites entreprises de moins de 50 salariés et moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et leur apport significatif au secteur spatial en Europe. Alors, la configuration d'une PME diffère largement, bien sûr, des grandes. Dans le secteur aérospatial, plusieurs d'entre elles ont des liens très étroits avec les établissements de recherche et les universités. D'ailleurs, certaines ont commencé comme étant des entreprises universitaires, qui leur a permis de recruter des docteurs en sciences très qualifiés. Ceci est un environnement qui stimule la créativité et encourage le développement de nouvelles techniques et de technologies innovantes. Certaines peuvent être développées et transformées en prototypes commercialisables et plus rapidement en raison de la souplesse de ces PME
par rapport aux grandes entreprises. Cela fait, ces petites entreprises doivent se débattre avec les grands qui ont la capacité, l'argent de transformer ces prototypes en produits de masse et dans leur propre entreprise. Il n'empêche qu'un grand nombre de petites entreprises peuvent être plus rapides et commencer à se développer substantiellement de manière significative, avec évidemment le soutien de le gouvernement et le soutien financier qui va avec. Un des meilleurs exemples, c'est SSTL, Sorry Satellite Technology Limited, qui fait des petits satellites, bon marche, avec des composantes qu'on peut trouver partout, avec ceci coûte moins cher. Et ils ont construit le premier satellite d'essai de Galileo, GOVA, avec un contrat qu'ils ont remporté dans un consortium de premier volet des satellites FOC Galileo. À partir d'un petit départ, Avanti Communications est à présent à la pointe. Et ils viennent de lancer d'ailleurs maintenant ILAS 1, une troisième petite entreprise que je connais très bien, a contribué au début de l'étape de conception et de développement IOV de Galileo, de concert avec les grandes entreprises. Des idées du même tonneau ont été présentées pour GMES, le deuxième projet global européen, qui est toujours en développement. La même petite entreprise, d'autre part, a participé à des propositions du programme d'évolution GNSS, les GEP. À l'ESA, dans la perspective de la mise au point du nouveau GPS 3. Enfin, et c'est le plus important, lorsque le directeur général de l'ESA a évoqué le concept IAP, promotion d'applications intégrées, cette entreprise a décroché un contrat pour s'y atteler. Ceci combinant différentes technologies spatiales, comme observation du globe, SATCOM, SATNAV, et aussi le lien à des technologies terrestres existantes, ceci pouvant donner de nouveaux services. Je songe par exemple à la modernisation des chemins de fer. Des petites entreprises maintenant s'activent dans la création de nouvelles technologies combinées afin d'améliorer des transports sensibles à la sécurité comme l'aviation civile et les chemins de fer. Il y aura d'autres idées, d'autres technologies qui amélioreront la résistance à la perturbation et des signaux satellites à des fins criminelles ou illégales pour contribuer à l'économie européenne, à la sécurité et des citoyens. Voilà, madame. Vous m'avez donné 5 minutes, je m'arrête. Mais je serai évidemment ravi de répondre à toutes questions, notamment sur le transport civil. Merci pour cette présentation très intéressante. Bon, il se peut que certains points n'aient pas pu être évoqués, mais ces points-là pourront être évoqués lors de la session de questions-réponses. Merci beaucoup. Orateur suivant. David Wilkinson. Il nous vient de la Commission européenne. Il est directeur de la politique scientifique au CCR. C'est l'agriculture qui est sa spécialité. David, vous avez 5 minutes, je vous en prie. Thank you very much. Merci beaucoup,
Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous donner un exemple concret qui va vous montrer comment la Commission, au quotidien, utilise les satellites et les services calés sur les satellites. Comme la Présidente l'a dit, je travaille au Centre commun de recherche. En fait, c'est le centre scientifique interne à la Commission. Depuis de nombreuses années, on s'occupe d'un suivi agricole. On s'occupe du suivi de la prévision des récoltes. Pour l'heure, la question de la sécurité alimentaire est vraiment prioritaire, vraiment prioritaire. Comme vous le savez, le monde compte 7 milliards d'habitants. Cette population monte en puissance constamment. Et la production, les techniques de production ont augmenté au cours des dernières années, certes, mais on voit qu'1 milliard de personnes souffrent toujours de la faim. Et d'une année à l'autre, ce chiffre peut évoluer, il peut changer. Et très souvent, il change en fonction de la volatilité extrême des prix. En fait, ce chiffre a augmenté de 100 millions de personnes en 2008. Et ça, c'était dû à la volatilité extrême des prix des denrées. Et il y a eu plusieurs effets qui ont été constatés au niveau du marché, donc grande instabilité. En fait, comment dire, si l'on veut relever le défi de la volatilité des prix, il faut disposer de données, il faut disposer de prévisions agréées en ce qui concerne les rendements tels qu'ils sont constatés de par le monde. En fait, le CCR travaille avec la DG Agri depuis 20 ans sur les prévisions des rendements au sein de l'UE. C'est très important, les prévisions pour pouvoir gérer la PAC. Mais maintenant, il est de plus en plus important d'examiner le monde entier et la production mondiale. Au G20, à Paris, cette année, lors du sommet, on est convenu de dire que 2 nouvelles initiatives allaient voir le jour à ce niveau-là. Tout d'abord, il s'agit d'un système d'information concernant les marchés agricoles. L'autre initiative concerne le géosuivi mondial de l'agriculture. Et c'est cette initiative-là qui va exiger un accès constant à des données satellitaires de haute qualité. La prévision, les systèmes de prévision des rendements, ça fonctionne comment? Eh bien, on utilise les données météo, bien sûr, mais ensuite on utilise les données provenant de la télédétection. Et ceci en utilisant une résolution appropriée, c'est-à-dire qu'on examine les différents types de cultures que l'on trouve dans les différentes parties du monde. Et ensuite, on utilise des modèles très pointus. Et on utilise, par exemple, la biologie des différentes cultures. Et grâce à cela, on peut prévoir de façon assez certaine les rendements, et ceci quelques mois à l'avance. Alors, si ce système pouvait être étendu à l'ensemble du monde, et il y a certaines intentions là visant à collaborer avec la FAO ainsi qu'avec la DG Agri, mais il y a d'autres partenaires qui s'occupent de prévision des rendements aux États-Unis, en Chine et ailleurs. Alors, si on collaborait, on aurait une base utile. Et ça permettrait de réduire une volatilité des prix non désirée. Alors, on a investi beaucoup dans la modélisation et on va continuer à le faire dans les années qui viennent. Il y a des engagements très concrets qui ont été pris du côté de la FAO et du côté d'autres organisations internationales. Mais maintenant, il va falloir pouvoir disposer en continu des données satellitaires requises. Elles sont là,
ces données, mais il faut pouvoir continuer à utiliser ces données satellitaires. Alors mon message clé, quel est-il? Le voici. La Commission européenne travaille de plus en plus dans un contexte international et au quotidien, elle a besoin des services satellitaires. Et il faut que cela continue, cette approche à l'avenir. Je vous remercie. Thank you very much, David. Merci beaucoup, David. Maintenant, c'est également un représentant de la Commission. Elle se spécialise dans la communication par satellite et le programme numérique. Madame Richards, je vous en prie, prenez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame Foster. J'essaierai d'être brève. Un certain nombre d'orateurs ont déjà évoqué certains aspects que j'allais couvrir. C'est pourquoi cette partie, je n'en parlerai pas et je vais réduire mon propos. Mais tout d'abord, en ce qui concerne cet agenda numérique pour l'Europe adopté en mai l'an dernier, la crise financière et les difficultés économiques actuelles soulignent davantage l'importance de ce projet et combien il faut le mettre en œuvre et qu'il fonctionne. Dans le cadre de cet agenda, beaucoup le sauraient, il y a un certain nombre d'objectifs que l'on propose pour adoption, par exemple au débit de base en 2013 pour les citoyens de l'Union, puis ensuite au débit rapide 30 MB par seconde pour tous les citoyens en 2020. Et nous pensons que dans nos services, que les satellites ont joué un très grand rôle pour atteindre ces objectifs. Et à l'avenir, nous attendons à ce que les satellites pourront même apporter des vitesses plus grandes, ce qui permettra de donner de bons résultats pour parvenir à l'objectif de haut débit ultra rapide pour 50% des citoyens de l'Union en 2020. À la fin de l'an dernier, la Commission a également adopté un paquet haut débit, donc une communication sur le haut débit, mettant l'accent surtout du rôle des autorités régionales, locales, qui doivent travailler ensemble pour faire en sorte que ces objectifs haut débit soient réalisés. Et je ne saurais trop souligner l'importance de cela. Beaucoup ont évoqué l'importance des pouvoirs locaux. Alors, le comité des régions a un intérêt à cet égard. Il a participé à la discussion sur le haut débit. Il s'agit par conséquent d'une composante très importante de l'agenda numérique pour l'Europe. Et alors, afin d'atteindre ces objectifs de haut débit pour l'Europe, les satellites, je le disais, ont de toute évidence un rôle central à jouer. Donc il faut aller au-delà des solutions habituelles ou peu faciles. Et notamment, et M. Painter le soulignait, il faudra compléter donc l'accès au débit dans les régions où il est difficile de mettre en place des solutions terrestres. Alors, ça veut dire des régions qui sont éloignées ou inaccessibles pour des raisons géographiques ou financières. Donc nous voulons faire en sorte qu'il n'y ait pas une Europe à deux vitesses, même pas à deux vitesses, mais à 100 vitesses différentes, parce que nous voulons que l'accès ne soit pas aussi bigarré. Ce que l'on veut, c'est qu'il y ait un accès au haut débit pour faire en sorte que les Européens aient accès et à ce potentiel de croissance que représente l'utilisation du haut débit. Beaucoup d'autres pays utilisent les satellites dans leur paquet pour dérouler le haut débit et c'est très important pour l'Europe également. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a à peu près 10 millions de ménages européens, surtout dans les zones rurales, qui n'ont pas le haut débit de base. L'objectif, c'est d'apporter cet accès déjà en 2013. Et les satellites sont indispensables pour faire en sorte que ces solutions puissent être mises en œuvre. Je pense également que
les exploitants de satellites et l'industrie l'ont dit. Je crois que les vitesses actuelles sont peut-être adaptées à l'heure actuelle, mais il faut penser à l'avenir. Et c'est ce que fait l'agenda numérique et la stratégie Europe 2020, c'est-à-dire qu'elle pointe le long terme. Et 2020 n'est pas très éloigné, mais il faut regarder l'avenir, il faut porter le regard plus loin, il faut voir ce qu'il en est de la demande de haut débit qui est en croissance, et il faut qu'on apporte des solutions. Et regardez ce qu'il en est des dispositifs d'appareils mobiles et ce qu'ils utilisent comme haut débit et la demande croissante, ainsi que la nature de l'accès et de l'utilisation du haut débit. Donc il faut donc accroître les vitesses pour tenir compte de cette demande. Alors pour encourager et pour compléter la façon dont les solutions satellitaires peuvent venir jouer leur rôle dans la solution globale, nous avons pour projet de prévoir une action dans le cadre du programme actuel compétitivité et d'innovation pour la période 2012-2013. Donc il y aura un appel à proposition pour les régions qui sont intéressées aux communications satellitaires. Et en parallèle, nous sommes en train d'explorer avec l'Agence spatiale européenne, par le biais d'une étude de la BEI, nous regardons la possibilité d'organiser à l'échelle de l'Europe comment on peut proposer un accès aux services de base au meilleur niveau économique possible. Il y a également des ressources dans le cadre du programme cadre de recherche. Donc il y a des appels à propositions à l'heure actuelle qui se termineront en 2012. Il s'agit d'apporter un soutien à l'industrie pour qu'elle conçoive des systèmes satellitaires à capacité très élevée. Il y a là un potentiel énorme et il faut aller plus loin. Et puis à plus long terme, naturellement, il s'agit de répondre au deuxième objectif de l'agenda numérique, c'est-à-dire le haut débit, donc au niveau de 30 MB par seconde, il faudra une nouvelle génération de satellites. Alors je crois savoir que l'industrie s'en occupe, s'y attelle à cette nouvelle génération de satellites, aux États-Unis, en Europe, ainsi qu'ailleurs dans le monde. Donc il faudra savoir comment on peut apporter un soutien supplémentaire à l'industrie avec l'ESA dans le cadre de du prochain cadre à l'horizon 2020 pour la recherche et l'innovation. Et il y a une proposition de la Commission qui devrait être adoptée vers la fin du mois sur le paquet global concernant le programme de recherche. Alors dans ce contexte, je voulais évoquer aussi un autre domaine. Désolé de vous interrompre, il va falloir que vous concluiez. Pourriez-vous conclure? Pourriez-vous conclure? Ah, je n'ai pas pu vous entendre. Sorry, could you just because of... Vu le peu de temps, pourriez-vous en venir à la conclusion? Oui, en fait, il me faut 10 secondes. Et alors, la proposition pour 2020, donc j'ai dit que la Commission faisait cette proposition à la fin du mois. Et la dernière chose que je voulais évoquer dans les 10 secondes qui me restaient, c'était l'instrument Connecting Europe qui a été adopté par la Commission. Donc c'est une proposition dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel pour apporter des infrastructures, des services d'infrastructures, télécom et énergie. Et donc il y a un paquet à hauteur de 40 plus 10 milliards. Et dans ce paquet, 9,2 milliards est prévu pour les infrastructures de communication et les services. Et il n'est pas exclu que les satellites puissent être couverts dans cette partie. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup de cet exposé très intéressant. Notre orateur suivant est Jean-François Bureau, directeur de Telrelsat. Il va nous parler des services offerts aux citoyens et aux entreprises. Il dirige des affaires internationales. Merci Jean-François. I thank you very much, Mrs. Chair, and I would like to thank the organization. Merci, je voudrais remercier de nous avoir donné la possibilité de contribuer au débat. Au demeurant d'ailleurs, pas mal des problèmes que je voulais soulever le furent déjà. Richard a mentionné toute une série de choses fort importantes.
Alors, en deux mots, simplement pour attirer votre attention sur la contribution des satellites à la télécommunication, notamment la mise en œuvre de l'agenda numérique de l'Union. Pour pouvoir combler la fracture numérique, il faudra des satellites. 30 millions de personnes en Europe ne sont pas encore à l'ère digitale en raison de l'endroit où ils se trouvent, parce qu'ils vivent en zone montagneuse. Alors tout ça est nécessaire. L'industrie, le monde du satellite s'emploie à créer ces services nécessaires, surtout quand on regarde l'évolution des activités. Eutelsat a construit des gros satellites pour Internet à capacité à haut débit. C'est le deuxième satellite le plus fort du monde. Sarkat qui est en opération depuis mai, comme l'a dit Madame Richard, nous pensons à l'avenir. Et ce sera un défi que de passer de 5 à 10 mégaoctets, ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'était peut-être pas l'idéal, mais faire 10 mégaoctets à la seconde, c'est quand même pas mal. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Alors, deuxièmement, je voudrais aussi souligner l'importance des outils mentionnés pour au mieux exploiter les satellites dans l'aménagement du territoire. Nous continuons à penser que dans certains cas, les appels d'offres sont construits plus sur le réseau territorial que par rapport aux capacités satellitaires. Et ça ne répond pas à la manière dont on peut donner des réponses. On y est confronté parfois. D'autre part, c'est vrai qu'il y a des fonds communautaires qui n'ont pas été dépensés, structurels ou agriculturels, qu'on peut utiliser pour la large bande par ailleurs. Il y a déjà des ressources qu'on pourrait mieux exploiter. Et par une approche à portail unique, ce serait probablement plus facile. Quand on parle de télécommunications, nous sommes convaincus que le satellite n'est pas la solution unique, mais une solution quand même remarquable afin d'organiser l'approvisionnement sans lequel des besoins ne seront pas couverts. La nécessité de répondre à la fracture numérique ne se fera pas. Et le satellite sert le citoyen, nous en sommes sûrs, et notre société. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation très concise. C'est excellent. Merci de votre aide, Jean-François. Maintenant, on va écouter M. Philippe Glesner. Il est vice-président, directeur général, gouvernement et institutions chez SES. C'est une entreprise privée, n'est-ce pas? Donc, il va parler des attentes des opérateurs par rapport à une politique de l'UE en ce qui concerne les services de télécom. Philippe. Merci. Comme on l'a dit, les services de communication par satellite, c'est vraiment quelque chose d'utile pour l'économie, pour le développement social, c'est quelque chose d'utile pour les communications globales. Et c'est utile également pour la sûreté et la sécurité du public au sein de l'UE. Les satellites, aujourd'hui, desservent 77 millions de ménages. Et il y a différents programmes qui existent par ailleurs qui desservent encore davantage de personnes. Une télé sur deux bénéficie de services satellitaires, directs ou indirects d'ailleurs. Eu égard aux objectifs de la Commission européenne en ce qui concerne l'agenda numérique, j'aimerais souligner une chose, savoir que les satellites, c'est un élément nécessaire pour les solutions hybrides de l'avenir. C'est utile d'ailleurs en termes de coûts
c'est utile pour se connecter aux différents réseaux terrestres. Il est important de toucher l'utilisateur final. Alors il faut également utiliser la 3G, la 4G, les satellites, et ceci permet d'en arriver à un état de l'art pointu. Et l'objectif, c'est d'assurer une bonne cohésion territoriale. Il faut pérenniser, en fait, les zones rurales. Satcom, ces satellites, ces communications par satellite, c'est utile en termes de haut débit. Le haut débit ne percole pas dans toutes les zones rurales. Alors on connaît les délais fixés par la Commission 2013. Les coûts doivent être raisonnables, c'est important, surtout en ce qui concerne le domaine de l'agriculture, le domaine du transport, le domaine des télécoms, de l'énergie. Par exemple, les satellites, ça permet de mettre en contact les écoles, ça permet de mettre en contact les bureaux de poste dans les zones très éloignées, là où il n'y a pas de connexion terrestre. L'Albanie, la Turquie sont des exemples. Donc, le haut débit, c'est utile. La vidéosurveillance, c'est utile. Tout ça, ça permet de contribuer au développement et à la durabilité de réseaux de grande taille et intelligents par ailleurs. Dans le contexte des entreprises privées qui soutiennent les efforts institutionnels européens, eh bien, je citerai un exemple qui nous amène au mois de janvier 2012. Nous allons contribuer à faire des télécoms de bout à bout, et ceci en ce qui concerne les travailleurs humanitaires de par le monde, et ceci dans les 12 heures qui suivent l'émergence d'une crise. Ensuite, le projet d'urgence qui a été cité par la commissaire Georgieva tout à l'heure permet une transmission de données dans les zones de catastrophe où toutes les lignes terrestres sont hors service. Cette plateforme est une contribution luxembourgeoise par rapport au PAM de l'ONU. C'est le résultat d'un PPP conclu entre le gouvernement luxembourgeois et des partenaires privés comme SES. Et ça permet d'aider les travailleurs de l'humanitaire. Depuis l'annonce de ceci il y a quelques semaines, on a vu que l'intérêt était manifeste par rapport à d'autres services et on voit que d'autres institutions européennes adhèrent à cette initiative. Alors, si l'on veut soutenir la demande institutionnelle, eh bien, SES et d'autres partenaires privés qui ont été cités ce matin investissent dans les infrastructures, dans la continuité, dans l'expansion des infrastructures. Nous investissons plus de 4 milliards d'euros de 2011 à 2014 en ce qui concerne les satellites. Ça veut dire qu'on a ajouté 13 satellites au cours de ces 3 années. Une grande partie de ce programme concerne le remplacement de la flotte européenne et son extension. En fait, il est important que la Commission puisse utiliser les télécommunications satellitaires. Il est important de bien coopérer dans ce domaine. Vous savez que 2 contrats ont été attribués à EGNOS. Ça permettra d'aller de l'avant avec ce programme et donc la Commission pourra tirer parti des qualifications du secteur privé. Je résume. Les satellites, c'est un véhicule intéressant en matière de cohésion économique et sociale. Les satellites, c'est un outil de communication utile lorsque tous les systèmes terrestres sont en panne. Les satellites sont disponibles de manière instantanée à des coûts intéressants, surtout dans les zones où les technologies n'existent pas. Les satellites commerciaux, c'est un véhicule attrayant pour embarquer toute une série d'équipements dans le cadre de missions spécifiques. Alors, pour boucler, je dirais encore une chose. Nous continuons de dire que ce secteur devrait être davantage inclus dans les politiques de l'UE future. On pense à l'aménagement du territoire, on pense à l'agriculture, on pense aux télécoms, on pense à l'espace. Alors nous aimerions participer plus avant à ces politiques. On aimerait œuvrer pour sécuriser l'Europe, pour la renforcer. Voilà, je vous remercie de l'attention que vous m'avez prêtée. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux 2 derniers orateurs qui se sont efforcés de respecter le temps, même ils ont utilisé moins du temps prévu. Notre tout dernier orateur, c'est notre collègue du Comité économique et social, M. Edgardo Iosian,
et qui est... Non, attendez, je me trompe. Il est président, oui, de l'Observatoire du marché unique et surtout il est rapporteur au comité pour un avis sur une stratégie spatiale pour l'Union européenne et ses avantages pour ses citoyens. 5 minutes, je vous en prie. Je suis heureux de vous voir dans un autre bâtiment. Yes, thank you, Chair. I just want to introduce Alors, quelques mots quant au rôle qu'accorde le CES à la stratégie de l'espace. Donc, c'est quelque chose d'indispensable pour les besoins économiques et la sécurité. Et parce que ce type de technologie apporte des services cruciaux, et notamment pour la vie au quotidien et pour l'économie et les emplois. Alors, cette stratégie, qui n'a pas une taille très grande, néanmoins a un rôle essentiel. Alors, la région Europe est inimaginable sans qu'il y ait un rôle de leader dans ce domaine. L'espace joue un rôle très important pour l'aménagement des territoires, les télécommunications, les transports, des questions qui ont été évoquées dans ce débat. Pour ces sujets, quelques mots en ce qui concerne le programme GMS et Galileo. La GMS, c'est d'avoir une capacité indépendante pour collecter des informations sur les aspects environnement. Alors l'information est tout à fait essentielle. Et regardez à ce qui s'est passé dans mon pays, en Italie, ces derniers jours. Des pluies torrentielles ont frappé la Ligurie et Gênes et qui ont causé plus de 15 victimes avec les rues dévastées, les véhicules. Alors vous voyez si on avait pu prévenir une telle catastrophe. Alors il nous faut la capacité rapide en cas de catastrophe naturelle ou bien due à l'homme. Alors le comité lui est très préoccupé en ce qui concerne le budget du GMES. Alors pour la période 2004-2020 et le cadre pluriannuel. Et alors le comité appelle la Commission pour apporter le financement. En ce qui concerne la Galileo, le comité estime que ce service permettra de renforcer les capacités en matière de localisation, un suivi en temps réel, par exemple, des embouteillages, et donner des orientations. Et alors le CES prend note de la mise en œuvre de ce qui a été fait dans le cadre Galileo, et puis ce qui a été fait pour améliorer la qualité du signal. Alors, le système qui ressort des programmes Galileo EGNOS représente le premier instrument qui est géré uniquement par l'Union. Alors, le comité, dans son prochain avis, qui sortira en décembre, évoque l'importance d'un tel programme pour tous les secteurs, télécommunications, environnement, sécurité, etc. Nous avons aussi beaucoup de services qui découlent de ce genre de technologie, notamment dans le domaine de la sécurité. Dans notre communication, ceci a été dit par plusieurs orateurs, donc je n'évoque pas, je viens à un point important pour notre comité. La recherche est tout à fait essentielle pour conforter notre capacité d'autonomie dans ce genre de technologie, pour que le secteur spatial soit compétitif. Donc il faut que la recherche soit plus efficace et qu'elle mette en place un programme et un cadre. Et il faut une relation étroite avec l'ESA. Et pour terminer, je voudrais souligner aussi la coopération internationale. Donc il s'agit de défendre les valeurs européennes, la protection de l'environnement, la lutte contre le changement climatique, le développement durable. Hier matin, j'étais en Chine et j'ai pu voir
J'ai pu voir notamment un programme, le programme Shensu, donc vaisseau divin, alors qui est chargé de transporter vers la station spatiale certaines composantes. Alors, donc, nous avons donc cette vision de nos collègues et amis chinois vis-à-vis de l'espace et ils nous demandent de coopérer. Donc, il est tout à fait important de coopérer avec tous ceux qui partagent cette vision. Je vous remercie. Well, thank you very much for that. Merci, merci de cet excellent exposé. Bien, je suppose que vous avez trouvé ça extrêmement fertile, n'est-ce pas? Merci au panel d'ailleurs. On a encore quelques minutes. Si vous aviez des questions à poser, alors si vous voulez, vous d'abord vous présenter, dire d'où vous venez. Il y a quelqu'un là derrière. Merci, madame. Je m'appelle Wolfgang Steinborn. Organisation d'information géo. Je vais demander à M. Wilkinson, mais peut-être qu'il y ait quelqu'un d'autre à la Commission européenne. Plusieurs orateurs ont parlé de l'utilisation interne à la Commission européenne pour la mise en œuvre de ces politiques. Ce qui est le cas depuis de nombreuses années, que je sache. Monsieur Wilkinson nous en a parlé, dans quel cas je me demande pourquoi les différents commissaires qui ont parlé du FFM n'ont pas lutté pour l'introduction du GMS. C'est bien compliqué que cette affaire de GMS. Quelqu'un peut répondre vite à M. Wilkinson? Oui, merci d'avoir posé cette question. Et il est clair que dans le centre au CCR, on utilise des informations spatiales pour un tas d'applications. Par exemple, les prédictions de rendement agricole, les inondations, le système d'alarme, pour quelque chose comme l'utilisation du territoire, etc., etc. Alors, ça représente un apport considérable dans la définition de politique communautaire. Je ne vais pas parler de la deuxième partie de votre question, ce n'est pas mon travail, mais je peux vous assurer qu'on utilise ces données en long et en large dans notre travail. Je comprends, on n'a pas parlé de la deuxième partie de votre question. D'autres questions peut-être? Bon, alors voilà, tout est élucidé. Bien, la journée fut longue. Alors, merci. Je pense que la journée fut intéressante et le sera encore demain. Un de mes collègues se présidera une des sessions, Vladimir Hrenek, premier astronaute européen de la République tchèque, étant vice-président du Parlement. Alors, il y a un buffet qu'on a appelé ici Walking Dinner. Merci au commissaire des régions d'ailleurs. Je ne peux pas venir ce soir, mais je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que nous nous reverrons à une autre occasion. Avec un groupe
s'occupant d'affaires spatiales qui viendra vous rendre visite à plusieurs reprises. Alors, ceux parmi vous qui n'avaient pas de contact avec leurs parlementaires sont invités à prendre contact et voir l'importance de l'industrie spatiale de votre État membre. Allez, bonne soirée et merci d'être venu.